Je dois vous dire que je suis extrêmement heureuse de me retrouver ici au Cameroun, dans un pays en fait qui a, je dirais, généré ou engendré tant d'artistes et d'intellectuels de génie. Et je parlerai devant vous avec, comme le disent mes camarades Kanak, avec respect et humilité. Je remercie donc le secrétaire exécutif du Cerdotola, Charles Binam-Decoy, de son invitation. Je remercie le représentant personnel du président de la République du Cameroun de me permettre de m'adresser à vous ainsi aujourd'hui, d'une façon particulière, dans la mesure où, à l'algérienne, je dirais, dans la mesure où, lorsque les Algériens ont reçu à l'indépendance ce butin de guerre dont un de nos grands écrivains a parlé, c'est pour le pratiquer sans cérémonie. Donc la question que je voudrais aborder avec vous, l'ensemble de réflexions que je voudrais aborder avec vous, concerne précisément le patrimoine du continent, et patrimoine très précieux parce que le vol de ce patrimoine a constitué pour partie une destruction de l'ancestralité des Africains. Et donc l'enjeu contemporain, c'est précisément par tous les moyens possibles, et notamment par la voie de la restitution, de restaurer cette ancestralité abîmée et détruite. Donc je me situe en fait dans la perspective de l'art et de la décolonisation, et je considère que les œuvres sont pour nous des restes humains, au sens où c'est ce qui reste de l'humanité passée, de cette ancestralité qui nous a permis aujourd'hui de nous exprimer ici librement. Donc je partirai de quelques considérations, je dirais, locales, en citant Barthélemy Togo, qui parle ainsi de Banjul Station. Banjul Station est parti d'un constat, disait Barthélemy Togo: l'art classique africain se trouve aujourd'hui dans les musées occidentaux. Ce phénomène se reproduit avec l'art contemporain, qui est lui aussi aux mains de l'Occident, car il n'existe pas de véritable marché de l'art sur le continent africain, et pas davantage, dit-il, de volonté politique de créer des musées qui empêcheraient la fuite des œuvres. Il était nécessaire de créer un espace où soient exposées des œuvres d'artistes africains contemporains dans le cadre de projets culturels ambitieux. Mieux encore, il m'a semblé important que ces œuvres soient associées à celles d'artistes du monde entier dans un esprit de dialogue et de partage des cultures. En 2017, la collection de Banjul Station comptait plus de 1100 œuvres, c'est important. On sait qu'il existe la galerie MAP à Douala, qui défend les artistes du continent au-delà des frontières du Cameroun. La fondation Jean-Félicien Gachat, qui soutient l'artisanat et l'art du perlage en faisant connaître internationalement les œuvres de Béyagic Gachat. L'architecte Sylvain Djaché-Zefa, qui à partir de Nantes a fondé le programme La Route des Chefferies basé à Bafoussam, avec en 2006 une cinquantaine de chefs traditionnels. Ce programme aboutira donc en 2022 à une grande exposition au musée du Quai Branly. Son commissaire considère qu'il faut envisager la restitution de façon africaine, autrement dit vivante et renouvelée. Donc, en règle générale, les possédants, je parle des Occidentaux, ignorent les dépossédés. Les héritiers des dépossédés doivent s'organiser et s'imposer
à l'intérieur et à l'extérieur du continent. Vous comprenez que je dis ici mon admiration et ma dette à l'égard de ces personnalités. Koyo Kuo, par exemple, en créant Raw Material à Dakar en 2008, a ouvert la voie à des commissaires d'exposition ou des critiques femmes sénégalaises comme Marie-Hélène Pereira ou Eva Barois de Clavel. Bonaventure Soubéjang Nikung, natif de Yaoundé, a conçu sa vie contemporaine à Berlin en 2009 comme, je le cite, un laboratoire du développement et de l'échange intellectuel, artistique, culturel des idées. L'ambition donc est de faire dialoguer tous les continents. Nommé directeur de la Haus der Kulturen der Welt à partir du 1er janvier 2023, il affirme dans un communiqué « Berlin abrite des citoyens de 190 nations. Ces personnes doivent être fondamentales dans la future structuration d'une maison des cultures du monde en tant que compagnon de route et co-créateur d'un lieu de la complexité, de l'analyse des diverses asymétries du monde et de la réconciliation des cultures. » Alors peut-être que, au contact des anciennes puissances impériales, la question de la décolonisation est plus sensible qu'elle peut l'être éventuellement à l'intérieur du continent. Elle est peut-être plus sensible, ou je dirais peut-être qu'elle brûle. Et je voudrais parler donc d'un incendie. Vous savez que 2022 est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Quelques mois donc après son indépendance en 1962, l'Algérie demande que lui soient renvoyées 300 œuvres du Musée des Beaux-Arts d'Alger, transportées précipitamment en France en avril de la même année, avant l'incendie de la bibliothèque d'Alger par l'OAS en juin. En 1969, lors du Festival panafricain d'Alger, un manifeste culturel panafricain demande le recouvrement du patrimoine africain en Afrique. Et voici ce que souligne ce manifeste: la conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. Et si la culture relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrès. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. Je vais fermer les guillemets. À la suite de ce manifeste d'Alger, l'ONU vote en 1973 le retour ou la restitution des œuvres d'art aux pays victimes d'exportation. En 1978, le directeur général de l'UNESCO, Amadou Matar Bo, lance un appel pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable comme une réparation. Mais à l'évidence, il n'y a pas aujourd'hui encore, des décennies plus tard, à proprement parler de politique de restitution. Il y a des gestes en faveur de la restitution. Restitution ou restituer. Une des caractéristiques de la langue de bois, observe un linguiste, Claude Agege, est qu'elle abonde en substantifs. Analysez les discours politiques et vous verrez que l'on y trouve beaucoup de noms, et relativement peu de verbes. Parce que les noms ne nous engagent pas, alors que les verbes nous engagent un peu plus. C'est intéressant. Certains mots n'engagent à rien, ou presque rien. Si la question de la restitution s'est toutefois
progressivement fait entendre au XXIe siècle, sur fond de plusieurs siècles de cécité et d'un siècle au moins de surdité. C'est bien parce qu'elle prend part à une décolonisation des rapports entre puissances post-impériales et pays post-coloniaux, en particulier à l'intérieur de ces puissances qui ont tant tardé à remettre en question ce qu'on pourrait appeler au sens générique des prises de guerre. Vous aurez remarqué que je parle de rapport, c'est-à-dire de rapport de pouvoir. Je ne parle pas ici de relations diplomatiques. Donc face à des autorités diverses, qui ne sont pas toujours étatiques parce qu'il faut penser aux peuples autochtones, les puissances post-impériales ont longtemps et trop souvent fait la sourde oreille, arguant notamment de l'invalidité des demandes effectuées, mais aussi de l'inexistence de musées dignes de ce nom en Afrique. Elles avancent aujourd'hui à reculons. Le dialogue de sourds a-t-il pris fin? La mainmise conjointe, cette conjonction est à interroger. De restes humains et de biens culturels lors d'entreprises coloniales ou parmi des populations subalternisées, en particulier de peuples dits aujourd'hui autochtones, a abouti à une patrimonialisation dans laquelle ces restes et ces biens appartiennent de plein droit aux États prédateurs au détriment des populations ou collectivités ou pays spoliés. Bien sûr, il s'agit là d'une forme classique d'accumulation primitive du capital qui, selon la formule consacrée, sue le sang et la boue par tous les pores. En effet, elle procède par expropriation, accaparement, pillage, appropriation, récupération, autrement dit violence. Il est vrai que côté post-impérial, il est difficile de renoncer aux mainmises et autres possessions. C'est observable et sur le plan symbolique et sur le plan matériel. Certaines entreprises intellectuelles actuelles n'ont pas rompu avec les vieilles façons de faire. Aux uns, la conception, aux autres, la réalisation. La division du travail social est toujours, y compris dans la perspective postcoloniale, extrêmement instructive. Car il n'y a de décolonisation que dans le renforcement d'une indépendance matérielle ou intellectuelle, théorique ou pratique. Les dictionnaires et autres traductions n'échappent pas à la règle, tant il importe encore aujourd'hui que le langage du Nord global soit compris à l'intérieur du Sud global comme un langage incorporé dans les langues locales. Un projet est très emblématique de cette politique. Il se fonde sur l'interchangeabilité, erronée bien entendu, des situations et des contextes, même quand ceux-ci sont profondément hétérogènes et asymétriques. Cela ne peut s'effectuer qu'à la condition que le Sud s'abreuve au Nord et lui emprunte ses concepts et ses catégories. Un exemple paradigmatique dans le cas français est fourni par les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne. Intraduisible traduit déjà en poulard ou bambara. Toute une idéologie spontanée des savants et des politiques se lit dans ce titre et sa présentation. D'abord, bien sûr, ce paradoxe répété des intraduisibles qui prennent sens non au regard de la relation, mais du dictionnaire terme à terme, c'est-à-dire non au regard des personnes, mais des mots. Ensuite, la notion de patrimoine prise comme un donné normatif, notamment à partir de sa recension par l'UNESCO. Enfin, l'Afrique subsaharienne,
Appellation politiquement correcte, puisqu'elle remplace celle d'Afrique noire qui désignait la presque totalité d'un continent. On voit que, bien entendu, la question d'une part de la langue et de la culture, d'autre part du langage et de la politique, est extrêmement décisive. Aucune africaine ne dirige cette entreprise, le dictionnaire. Aucune africaine n'est à la tête d'un projet de traduction des intraduisibles. 2 Françaises coordonnent le travail, la direction du centre vers la périphérie, de l'Europe vers l'Afrique, du blanc vers le noir, tout ceci avec des guillemets. Avec cet ouvrage, l'expertise linguistique masque le processus d'imposition politique sur les langues. Les définitions nominales et institutionnelles occidentales, notamment européennes, sont envisagées du point de vue de leur exportation en Afrique, sans que rien d'africain ne vienne déranger l'ordonnancement si aisé des catégories, ce qui pourrait se produire si la présentation était le témoignage d'une importation ou de la possibilité d'une importation de l'intelligence du rapport à certains objets parmi d'autres et de leur éventuelle valorisation dans l'une ou l'autre des sociétés africaines concernées, tant justement les imaginaires linguistiques sont divers d'une langue à l'autre. On a affaire ici, et c'est emblématique, de la répétition d'un malentendu colonial. Ce malentendu n'est pas égal pour les 2 parties, puisqu'il est à l'avantage d'une partie au détriment de l'autre. Voici brièvement donc présenté le panorama impérial dans lequel se situe le débat actuel sur la restitution. On comprend aisément la difficulté qu'il y a pour les pays détenteurs de banques culturelles nationales, musées dédiés au patrimoine, d'accepter quelques transferts des avoirs que ce soit, notamment vers des pays dépourvus aux yeux de l'ancien colonisateur, des institutions appropriées, ces fameuses banques culturelles nationales. Pour l'amateur de mots, la banque est liée à ce qu'on met sur la table. Qui mettons ? En Grèce, dans l'Antiquité, le terme trapéza désignait la table à 4 pieds sur laquelle on exposait les esclaves pour les vendre. Mais aussi le comptoir d'un marchand ou d'un banquier, les banquiers grecs se nommèrent ainsi trapézaï. Le terme banque, fer de lance du capitalisme, en est l'exacte transposition. Quant au mot argent, il vient du grec argos, qui signifie blanc. Les musées, il faut le dire, sont aussi un empire des corps-objets. La chonification qui faisait de l'esclave antique une marchandise s'est perpétuée jusqu'au temps présent, puisque certains objets contenus dans les musées français en particulier ont été considérés comme des choses plutôt que comme des personnes. Ils ont été assujettis aux droits réels et non aux droits personnels. Je fais ici référence au corps humain. En 1994, les Roy s'adressent à Nelson Mandela qui demande la restitution des restes de Swatché Bartman, la Vénus Hottentote. La France refuse, arguant de l'aliénabilité du patrimoine. Ce n'est qu'en mars 2002 qu'une loi est votée stipulant que ces restes cessent de faire partie des collections de l'établissement public du Muséum d'histoire naturelle. Le 9 mai 2002, en présence de Thabo Mbeki et d'autres personnalités sud-africaines, ces restes sont purifiés, placés sur un lit d'herbes sèches et brûlées. Swatché Bartman a ainsi, après presque 2 siècles, regagné son humanité. Pourquoi a-t-il fallu tant d'années pour que cette femme puisse être enfin restituée? L'année dernière, en 2021, le 1er septembre, en Nouvelle-Calédonie, enfin, à Taille,
le chef kanak, a été inhumé parmi les siens. Tué en 1878 à Amboa, Atak a été décapité. Sa tête est devenue un avoir, un capital. Vous noterez la proximité, évidemment, linguistique entre tête et capitale, qui ne serait jamais retourné dans le monde des personnes en 2014, lorsqu'il a été restitué au Kanak, sans l'action côté français d'un romancier. Pourtant, les accords de Matignon en 1988 avaient prévu ce transfert. Cette singulière capitalisation est au cœur de la problématique de la restitution. Il faut y voir un paradigme colonial. Pourquoi a-t-il fallu 26 ans pour que cette restitution ait lieu? C'est pourquoi je dirais que, de même que c'est le moindre corps du condamné, figure symétrique et inversée du roi, qui a servi une dissection en Europe, c'est le moindre corps de l'indigène, mais ici d'un indigène capital, qui figure dans les collections muséales françaises, deux types d'expositions pour deux figures éminentes de la subalternité, deux types d'architecture pour deux types d'expositions publiques, l'amphithéâtre d'anatomie et le musée d'ethnologie. La collection est ainsi l'expression de la hiérarchie coloniale et de la puissance de mort de l'Empire. Ce n'est pas un hasard, bien entendu, qu'il s'agisse d'un autre chef, d'un autre corps du roi avec Béhanzin, que la question de la restitution s'est trouvée posée et, pour une part résolue, homme requin, Béhanzin était roi du Dahomey. Quand il dut se rendre en 1894 au maréchal Dodds, il fut alors déporté, je le rappelle, en Martinique, puis en Algérie où il mourut en 1906. Son fils Wadilou, en exil avec lui, étant devenu avocat, fera rapatrier les restes de son père à Cotonou en 1928. Lui-même ne survivra pas à ce voyage et, enterré à Bordeaux, sera transféré au Bénin en 2006 à la demande des descendants de la famille royale. La métamorphose donc des personnes en choses, des signes parlants en signes muets, est l'opération impériale par excellence. C'est pourquoi elle fait l'objet d'une profonde mésentente. Elle révèle l'impensée coloniale. Les colonisés ont partout été considérés comme incapables de rationalité, c'est-à-dire de langage, de politique, et quoique dans une moindre mesure d'art. Ils ont partout été désymbolisés par destruction de la généalogie et transformation des noms. On le voit par exemple dans certaines œuvres d'art contemporain. Ils ont été constitués comme une humanité surnuméraire, transformés en incomptés. Les anciens colonisés incarnent encore aujourd'hui ce démos pour partie, même après les indépendances. Ils ne veulent plus relever, cela a été dit fermement, des incomptables, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les demandes des restitutions sont toujours sur ce plan légitime. Elles visent, elles visent à restituer la parole à ceux qu'on a prétendu pouvoir faire taire. La colonie a détruit au moins pour partie les façons de vivre, de penser, de croire de certaines manières. L'argument selon lequel l'achat justifierait la possession n'est pas du tout convaincant. N'a-t-on pas acheté et vendu par le passé des êtres humains? Ceux-là même qui défendaient l'esclavage défendaient simplement l'achat et la vente. Qu'est-ce qu'on achète? Les masques Hopi des États-Unis sont-ils inaliénables? Sans doute aussi les effigies royales des rois d'Abomey, comme les restes de Swatché-Bartman, d'Ataï et des crânes d'Algériens. Des propriétés républicainement sacralisées, des objets achetés. L'exposition peut ainsi ressembler, vue par d'autres, à une profanation.
Elle constitue de toute façon une très grande perte. Les masques Kurumba, par exemple, du Burkina Faso, ne peuvent être sculptés qu'entre le décès d'un chef de famille à un âge avancé, autrement dit la disparition de quelqu'un, on est bien au cœur de l'ancestralité, et les cérémonies funéraires. Ils sont destinés à être habités par l'âme du défunt et deviennent donc son représentant matériel. Ainsi sacralisés, on peut les interroger. C'est autant de leur usage que ces masques ont été saisis par les Européens. C'est peut-être même en raison de leur fonction, car étaient-elles ignorées? Leur collection a plongé tous ces êtres dans l'anonymat, puisqu'ils ne renvoient plus à personne en particulier. N'étant plus des personnifications, ils deviennent dépourvus de langage. Le litige n'existe donc quasiment jamais, et l'Europe en particulier et l'Occident en général soliloquent encore en imposant leurs propres mots, leur propre langage et donc leur propre vision des choses sans même en discuter avec ceux qui seraient au premier chef impliqués dans un possible litige. Après les indépendances, reste à décoloniser les musées et l'histoire des vainqueurs entre guillemets, et celles et ceux qui croient que la décolonisation est terminée quand elle est à accomplir. La France possède 300 000 pièces des quatre coins du monde. De nombreuses collections ont été rapportées par des militaires durant la, entre guillemets, période coloniale. Armes, boucliers, lances et saguets sont légion. Mais ce sont les pièces qui ont le plus de valeur symbolique pour leurs créateurs, qui ont le plus de valeur marchande pour leurs possesseurs actuels. À s'en tenir à la matérialité des objets en question, on rate l'essentiel, y compris dans l'évaluation esthétique. Car on ne prive pas seulement les peuples autres de biens, on les prive en même temps et par là même d'un certain langage et d'une certaine parole, autrement dit d'une aura. Comment survivre en effet symboliquement à la décontextualisation? On prive ces objets d'une ancestralité qu'on cultive pourtant en Europe et en Occident, chez soi donc, au plus haut point. Aucune image, en effet, n'est en effet dépourvue donc de mots. Je vais simplement terminer, parce que je crois que le temps. Donc je voudrais terminer en ajoutant quelque chose, c'est une espèce de post-scriptum. Vous savez que Léopold Sédar Senghor a créé une école débutante qui s'est éteinte dans les années 70, mais qui a véritablement pris fin au début des années 80. Et l'un des participants du continent à cette école des mutants au Sénégal avait posé la question suivante, je pense que c'est une question très importante. Il avait posé la question de savoir pourquoi, s'agissant des religions, on parlait de l'islam, on parlait du christianisme, mais pourquoi, dans cette école du débutant, on n'avait jamais abordé la question de l'animisme. Je vous remercie de votre attention.